Oui. Alors, donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Conversations citoyennes qui est organisé par l'association Aux Actes Citoyens. Et nous sommes très heureux de tous vous recevoir aujourd'hui malgré les difficultés technologiques actuelles liées à nos éloignements respectifs. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de te recevoir parmi nous aujourd'hui. Donc, pour te présenter dans un premier temps brièvement, tu es spécialiste du photovoltaïque, notamment en Espagne, et tu vas nous éclairer sur cette énergie et sur l'opportunité que ça peut comporter pour nous en tant qu'individus et aussi en tant que société aujourd'hui et dans les prochaines années. Mais avant un petit peu de rentrer dans le vif du sujet, je voulais donner un petit coup de projecteur sur l'association Aux Actes Citoyens, qui est cette association bénévole qui a été créée il y a presque un an maintenant par deux belles énergies, Anne-Charlotte Dimny et qui est convalescente aujourd'hui, et Mathilde qui est là. Voilà, et qui ont fédéré autour d'elles des énergies pour en fait agir face au changement climatique. L'idée étant qu'on entend beaucoup parler de tout ça dans les médias aujourd'hui, mais qu'à titre d'individu et de citoyen, on n'a pas forcément toujours les clés pour réfléchir, développer son esprit critique et agir. Donc, cette association s'est fédérée autour de plusieurs enjeux. D'une part, l'envie de se retrouver et de créer un groupe avec des belles énergies pour développer et partager de beaux projets. Et ensuite, également, la volonté de se nourrir et de grandir dans la connaissance de ces enjeux qui sont désormais face à nous et auxquels on ne peut absolument pas échapper, notamment au travers de conférences mensuelles désormais. Et c'est à ce titre que la conférence d'aujourd'hui a lieu. Et enfin, il y a une partie action aux actes citoyens. Et on a donc défini trois types d'actions sur lesquelles nous travaillons actuellement. D'une part, la lutte contre l'artificialisation des sols, qui nous semble une problématique évidente et vraiment urgente. Le développement de supports pédagogiques pour sensibiliser notamment les enfants et les jeunes adultes aux enjeux de demain, et également une partie un petit peu plus réflexive sur les modèles d'entreprise que l'on pourrait imaginer et proposer dans un avenir plus sustainable. Donc, aujourd'hui, on se nourrit l'esprit et on a donc décidé de vous proposer un nouveau cycle sur les énergies renouvelables. Et quoi de mieux que le photovoltaïque pour commencer, puisque c'est une énergie qui aujourd'hui est en pleine mutation, à la fois technologique et aussi au niveau de production industrielle. Qui en fait amène aujourd'hui à des prix et des coûts de production de plus en plus faibles et qui amènerait donc à une démocratisation de cette énergie. C'est une énergie qui est décarbonée et donc qui est intéressante dans la recherche d'un avenir plus sain. L'intérêt aussi, c'est que comme toutes les énergies renouvelables, l'énergie solaire est illimitée et donc les opportunités de développement semblent en tout cas dans un premier temps infinies. Donc cette énergie solaire et le photovoltaïque semblent aujourd'hui quelque chose de très à la mode, comme on le rappelait tout à l'heure avec Jordi et Mathilde. Il y a eu beaucoup de parutions cette semaine, notamment en France, sur différents aspects.
Et voilà, on voulait interroger un professionnel du secteur et voir avec lui si c'est un peu un effet de mode dans les formulations qu'on peut entendre, ou s'il y a une réelle opportunité verte, durable, et si nous, en tant qu'individus, on peut y participer, et notamment avec le principe de l'autoconsommation. C'est ce qui nous a intéressé de développer ici. Donc, Jordi, qui est présent aujourd'hui avec nous, et vraiment, on te remercie beaucoup de ton temps et de ton énergie pour créer cette conférence, et directeur du développement chez Sud Renovables, qui est une entreprise start-up espagnole qui travaille du côté de Barcelone et qui équipe à la fois les particuliers et les professionnels en panneaux solaires. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que Jordi nous explique un petit peu comment le photovoltaïque est progressivement en train de révolutionner la donne et que nous puissions du coup un peu s'interroger ensemble sur les perspectives de demain. Quelques petits points sur la conférence. On a à cœur, bien sûr, que ce soit pas seulement une conférence, mais également un débat. Donc, elle va se dérouler en 2 temps. Il va y avoir une première partie où Jordi va nous exposer un petit peu plus en détail le photovoltaïque. Et la deuxième partie est bien sûr une séance de questions-réponses. Alors, vous pouvez, on sera très heureux de prendre vos questions en visio si vous le souhaitez. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise de les poser par écrit, vous avez un petit système de messages, et Mathilde, qui modère les commentaires ce soir, pourra ensuite reporter vos questions et poser ces questions directement à Jordi. Donc voilà, Jordi, je te laisse la place. Je te remercie encore beaucoup pour ce temps, et on est tout oui pour ces nouvelles perspectives du photovoltaïque. Merci beaucoup. OK. Bien, merci beaucoup, Fanny. Merci, Mathilde. Donc voilà, bon, je commence direct dans le vif du sujet, donc je partage. Hop. Donc voilà ma première diapo. Donc vous voyez bien? Oui, très bien. Donc bon, avant même de me présenter, c'est par là que je commence, parce que ça, c'était mon idée à moi du photovoltaïque jusqu'il y a 2-3 ans. C'était quelque chose donc de très technologique. Donc là, c'est la Station spatiale internationale, quelque chose de très éloigné quand même. Donc c'était un peu un rêve, mais quand même quelque chose que je me disais, tiens, ce serait pas mal si on pouvait y accéder. Et donc c'est il y a 2 ans que j'ai décidé de changer de secteur. J'ai fait des études par rapport à ça. Je me suis dit, c'est quand même bien cette chose du photovoltaïque. On en entend depuis des années et des années. Donc ces panneaux que vous voyez là, ils sont là depuis longtemps. La NASA en envoie dans les satellites, le Hubble, depuis bien longtemps. Et je me suis dit, ça doit être quand même quelque chose de solide, j'aimerais bien y participer. Donc voilà, pour moi, ça c'était le photovoltaïque avant. Et donc mon intérêt aujourd'hui, c'est de faire atterrir ce couple spatial sur Terre et voir que ça ne marche pas seulement dans l'espace, mais même très bien sur nos maisons. Donc c'est là où se trouve la révolution aujourd'hui, et c'est ce que je veux vous présenter. Donc voilà, donc le titre que j'ai choisi pour ma conférence, c'est ça, c'est une évolution technique, mais une révolution économique. Pourquoi? Parce que évolution technique, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il y a une évolution si chaque année les panneaux solaires sont meilleurs, c'est-à-dire qu'ils produisent plus, mais la technologie, c'est la même. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est l'économie. Qui peut utiliser cette technologie? Donc avant, il fallait envoyer, il faut être à Cape Canaveral. Maintenant, non. Maintenant, tout le monde le peut. Donc voilà, cette première photographie que vous voyez, ça c'est une installation que mon entreprise a faite. Ça, c'est un entrepôt logistique, c'est une boîte supermarché. Donc en dessous, vous avez des aliments, donc refroidis. Donc voilà, on a toute la toiture qui est fourrée de panneaux solaires. Donc c'est ça ce qu'on veut faire. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant et pourquoi c'est très économique. Je pars direct sur une entreprise disons, importante au supermarché. Pour ceux qui sont espagnols, ça s'appelle Bonpreu, pour que vous voyez que ce n'est pas seulement des gens qui le font par amour à l'art, mais parce que c'est vraiment rentable. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait vraiment faire. Donc, une bonne chose pour vous, c'est que mon entreprise ne travaille pas en France, donc je n'ai aucun produit à vous vendre. Donc, ça, c'est bien, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est, disons, par
par amour à ce que je fais. Donc voilà, vous n'êtes pas mes potentiels clients, donc attaquez-moi à des questions. Et ce que je vais vous expliquer, c'est voilà, ce que je fais parce que j'aime le faire, non pas parce que j'ai un intérêt. Donc voilà, mon entreprise, comme Fanny a dit, c'est Sud Renovables, donc renouvelable. On s'appelle comme ça Sud parce qu'à l'hémisphère nord, pour que les panneaux solaires aient le maximum de production, il faut qu'ils regardent vers le sud. Donc voilà, d'où le nom de notre entreprise. Ces 4 petites photos, c'est juste des screenshots que j'ai pris sur Google Earth. Donc, c'est des installations que nous avons faites. Donc, c'est pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, voilà, simplement dit, on met des panneaux sur des industries. Donc, on verra après les conséquences, mais c'est notre savoir-faire. Et à droite, voilà, un de nos installateurs. Nous sommes en même temps un cabinet d'ingénieurs, donc nous développons les projets et aussi les installateurs. Donc, celui qui va installer dans les entreprises et les maisons, c'est nous. Voilà, on a une double facette. C'est une petite idée dans ce que l'on fait. Donc, quand il s'agit de créer un projet, donc ça ressemble pas mal à un cabinet d'architecte. En fait, on fait des plans, donc des plans sur des toits, des plans électriques, des plans électroniques. Donc, c'est tout ce que l'on fait et après, on l'installe. Donc, voilà, il y a ces 2 facettes. Donc, voilà, au jour le jour, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, voilà, je développe des plans sur des toits et je parle avec les entreprises pour en voir le rendement économique. C'est ce qu'on verra. Donc, ça, c'est notre travail. Donc ça, c'est juste pour vous dire, voilà, depuis quel point de vue je vais vous parler. Donc ça, c'est moi, c'est ce que je travaille au jour le jour, c'est ce que je vends. Donc je connais très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que pour installer ce genre d'installation, je parle directement aux propriétaires d'entreprise, aux directeurs financiers, aux directeurs d'ingénierie, d'ingénieurs, dont le directeur technique de l'usine. Donc il y a beaucoup de paramètres que l'on touche. Donc, la conférence, je l'ai axée en 3 parce que je me souviens quand j'étais en France, il fallait tout faire en 3 parties. Donc, la première, c'est quoi la photovoltaïque? 2, la place dans le monde. Donc, avant de parler de ce que vous pouvez faire, je vais situer un peu ce qui arrive de nos jours avec le photovoltaïque, où l'on est. Et 3, vraiment, je veux en arriver, ce que l'on pourrait nous faire. Donc, la réponse à la question aux actes citoyens. Quels sont les actes que nous pourrions faire? Et bon, l'image, pareil, c'est une image aussi de ce qu'on a fait nous. Ça, c'est une petite maison. On a mis 9 panneaux. Voilà, on peut installer ça sur des tuiles. Donc, autoconsommation, c'est ça ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que c'est le photovoltaïque? Je vais parler surtout avec les images. Donc, j'ai mis des mots, mais les images, eh bien, nous, on ne fait pas ce que vous voyez à gauche. Ça, on le faisait avant. Ça, c'est des panneaux thermiques. Vous voyez, il y a un gros tuyau. Ça veut dire que le panneau, il réchauffe, il utilise la chaleur du soleil en tant que chaleur pour réchauffer l'eau. Il y a un tuyau et ça va vers votre douche. Ce n'est pas ça, je ne vais pas vous parler de ça, donc ça, non. Le deuxième, pareil, je ne vais pas vous parler de ça. Ça, ce sont des méga projets où, évidemment, vous pouvez comprendre que au nom de l'énergie durable, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne sont pas aussi bien, où il y a un débat qui peut vraiment être ouvert. Est-ce que utiliser une telle surface, créer une telle barrière, c'est recommandable ou pas? Donc, nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait ce que vous voyez à droite. Donc, vous voyez une maison avec ses panneaux sur le toit. Donc, ça, c'est nous. Et en bas, une usine, pareil, avec des panneaux sur le toit. Ça, c'est ce que l'on fait. Ça, c'est l'autoconsommation. Et vous voyez que même si ça ressemble beaucoup, je vais vous montrer pourquoi c'est très différent. Donc, voilà, donc les titres thermique ou photovoltaïque. Donc, c'est plutôt photovoltaïque. Photovoltaïque, ça veut dire qu'on utilise l'énergie du soleil pour la transformer en électricité. Vous voyez, en différence par rapport au thermique. Le thermique, la mécanique en soi, c'est très facile. Il n'y a rien à penser. Ça réchauffe l'eau, point barre. Photovoltaïque, il y a un effet physique qui transforme les photons en électrons et on utilise cette énergie, entre autres choses, si vous voulez, pour réchauffer votre eau. C'est ce que l'on fait, nous, de nos jours. Vente ou autoconsommation. Donc, nous, on essaye d'aller sur l'autoconsommation. Vous verrez pourquoi. C'est pour donner l'acte aux citoyens, pour que tout le monde puisse agir. Et est-ce qu'il faut être un État ou une multinationale pour faire ce que l'on fait, ou plutôt une PME ou un individu? Donc, c'est plutôt la deuxième partie. Même les petits acteurs ou les acteurs non géants peuvent le faire. Donc, voilà, je vais plutôt parler des 2 photographies de la droite. Est-ce que vous voyez ici en noir? Alors, pourtant, le photovoltaïque, c'est vrai qu'on est dans le plein dans un processus, disons, industriel. Ne pensez pas que c'est juste totalement neutre. Donc ça, ce que vous voyez, c'est une usine de production de silicium. C'est la matière première d'un panneau photovoltaïque, c'est ce minéral, le silicium. Nous sommes dans un procès industriel. Je ne veux pas vous leurrer ici comme si tout ça se passait que dans le verre. Non, il y a un enjeu aussi économique très fort. Alors pourtant, j'ai choisi de défendre cette idée avec un seul mot, un panneau solaire, pour le produire.
on a besoin d'énergie. Mais ce panneau solaire qui va durer au moins 25 ans garanti, il va produire en juste 1,4 année, seulement 1,4 année, l'énergie qu'il a été nécessaire pour le créer. Donc, vous voyez, la balance, elle est directement faite. Évidemment, on utilise du matériel, évidemment, on utilise de l'énergie, mais le panneau, avec l'énergie du soleil dont tu parlais avant, Fanny, est bien plus efficace que l'énergie qu'on a utilisée pour le créer. Alors, ici, évidemment, cette étude de l'Université de Columbia, les 1,4 ans, ils l'ont fait sur un panneau qui était assez bon quand même. Admettons que les panneaux les moins bons, ils font ça en 2 ans. On est quand même sur 2 ans, alors que les panneaux sont garantis 25 ans. 25 ans de garantie, c'est-à-dire que s'il se casse, le producteur va te le changer. Donc, il dure bien plus de 25 ans. Donc, ça, c'est une donnée quand même importante. Oui, on est dans le secteur industriel. Évidemment, on va consommer des ressources pour construire un panneau, mais il va nous donner bien plus que ce que l'on a dû consommer. Point numéro 2 aussi, une question que je me posais par rapport à d'autres énergies. Si on pense voilà, d'énergie si là vous pensez aux batteries, par exemple, la voiture électrique, etc., il y a beaucoup de questions par rapport au matériel qu'on va nécessiter pour les batteries, le lithium, les mines de Bolivie, etc. Il y a des problèmes géopolitiques. Avec la photovoltaïque, ce n'est pas le cas parce qu'elle se produit avec du silicium. Alors ça, c'est un minéral il est présent presque partout sur la Terre. Okay, c'est la deuxième matière la plus présente après l'oxygène, le dioxygène. Alors, il n'est pas présent en tant que matériel prêt pour être usé sur un panneau photovoltaïque, mais il est présent partout. Donc, c'est dans le sable, dans le quartz, etc. Donc, c'est un processus, on dirait, industriel. Ce n'est pas qu'il faille le chercher, c'est qu'il faut le créer. Donc, du coup, avec le photovoltaïque, on n'a pas une tension géopolitique. Évidemment, il y aura des sables qui sont plus appropriés que d'autres, mais on n'aura pas une tension comme on en connaît donc, en Afrique, etc., ou là, je pense surtout en Bolivie par rapport aux mines de lithium. Donc, pour commencer à défendre encore plus la photovoltaïque, quand on parle d'autoconsommation, nous, on présente à nos clients notre énergie comme doublement verte. La première raison, c'est celle que Fanny, tu as dit avant, c'est l'énergie du soleil. Donc ça, c'est durable presque par définition. Mais après, et vous le voyez dans cette photo, c'est parce qu'on utilise des toits, c'est-à-dire on utilise un espace qui a déjà été dénaturalisé. Et ça, c'est très important. Ici, cette maison en campagne, bon, ça ne fait pas mal à l'œil si elle est juste pleine de tuiles, mais moi, quand je vais dans des grandes zones industrielles, je vois cette quantité de toits vierges prêts à être utilisés d'un espace qui a été rasé, ne serait-ce que dans des bois ou dans de l'agriculture, je me dis que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait bien plus profiter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on est doublement vert. On ne va pas prendre de l'espace naturel, on va essayer de mieux faire, d'être plus efficace sur ce que l'on a déjà pris. Donc voilà, cet argument de doublement verte. Là, j'ai juste mis une photo d'un projet que nous sommes en train de faire. Cela ne veut pas dire, et je ne veux pas prétendre que je ne touche pas à la nature, cela ne veut pas dire que nous, en tant qu'entreprise, on ne fait pas des choses sur du terrain. Ça, c'est une petite installation que nous sommes en train de faire. Ça occupe 1 hectare. Donc, moi, je vais vous défendre que plus c'est petit, plus c'est mignon. Eh bien, oui, on peut faire des choses sur le terrain tant que c'est contrôlé. Là, ce projet que vous voyez, nous sommes en train de le faire. Donc, on a déjà parlé avec la compagnie électrique. Donc, c'est celle qui a la ligne en haut à gauche, la ligne en couleur rose. On doit parler avec eux pour savoir si la ligne admet toute notre puissance. Donc, la compagnie électrique nous a dit, oui, vous pouvez installer une photovoltaïque ici parce qu'on va pouvoir recevoir cette énergie. Et évidemment, c'est pas qu'on ait parlé avec le propriétaire, c'est que le propriétaire du terrain nous a demandé, est-ce que vous pourriez faire pour moi une station ici? Donc, on parle voilà, de 1 hectare. Est-ce que ceci, c'est nuire au territoire ou pas? Nous, on défendra que si c'est petit, si c'est bien centré, ce n'est pas le cas. Mais ça, c'était pour être honnête et vous dire, je défends les photovoltaïques en toit. Ça ne veut pas dire que je sois en contre de tout ce qui est occupé un terrain naturel. Mais bref, c'est un débat qui est présent, donc je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est les débats qu'on a au jour le jour dans notre entreprise. Dernière question par rapport à est-ce que c'est vraiment vert ou pas, c'est le recyclage, ou est-ce que vont les panneaux quand ils sont finis, quand sont 25 ans après de son usage, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, par rapport à ça, la réponse est assez facile parce que ce n'est pas du tout difficile à recycler d'un point de vue plutôt logistique. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes devant une installation solaire de 300 panneaux. Ces 300 éléments qui sont faits de la même façon, qui sont installés de la même façon,
de façon industrielle, c'est très facile à gérer. Je crois que la gestion des déchets, c'est plus difficile. Par exemple, chez nous, en tant qu'habitants, chez moi, à ma propre maison, j'ai 2 enfants, c'est une catastrophe tous les jours. Dans un procédé industriel comme ça, le recyclage, ce n'est pas tellement difficile. Et d'ailleurs, la loi, au moins ici en Espagne, le dit, quand on fait une installation solaire, on est obligé de récupérer ces panneaux 25 ans plus tard. Donc là, j'ai mis un exemple qui s'appelle PV Cycle. C'est en fait la première usine de recyclage de panneaux solaires en Europe, qui est d'ailleurs en France. Okay. Donc, tous les fabricants de panneaux, quand moi j'achète en tant qu'entreprise un panneau et je l'installe chez un client, au client, je lui dis, avec le prix que vous me payez, vous êtes déjà en train de payer le débarras de ce panneau. Les constructeurs de panneaux sont obligés de le faire. Et donc, cette organisation, PV Cycle, elle est créée par les propriétaires de panneaux. Donc voilà, après, est-ce qu'un panneau, c'est difficile à recycler en soi? Eh bien, il y a quand même plus difficile que ça, parce qu'imaginez, c'est juste un cadre, c'est un rectangle, vous avez le cadre en aluminium, vous avez le verre, donc le verre qui protège le silicium, et puis voilà, le silicium en soi, des câbles et des polymères. Donc c'est assez facile et aussi, je dirais, c'est assez valorisable. L'aluminium, on en veut dans le recyclage, le verre, on connaît comment faire, et puis les câbles, eh bien nous, par exemple, quand on fait des installations, on met de la sécurité avant, parce que c'est le genre de truc qu'on nous vole, parce qu'ils sont faits de cuivre à l'intérieur, c'est un matériel qui est cherché. Donc, ce n'est pas difficile à recycler, c'est même assez facile. Qu'on le fasse ou pas, c'est une autre question. Mais voilà, je voulais vous poser la question, comparer ça versus ce qui arrive au moins chez moi la nuit avec mes 2 enfants, et il n'y a pas de couleur. Des limites pourtant, des limites de photovoltaïque, ben voilà, naturel, j'en ai mis 3. L'hiver. Alors, l'hiver, c'est pas si évident que ça, mais la quantité de lumière qui arrive en hiver comparée avec la quantité de lumière qui arrive en été, eh bien, c'est votre graphique ici en bas à droite. En rouge, c'est tout le soleil que nous avons en hiver. Ça, c'est à Barcelone. Donc voilà, ça va être de 8 h du matin jusqu'à 17 h du soir. Et en orange, c'est en été. Donc de 6 h à 21 h. Regardez bien la courbe parce que la quantité d'énergie, c'est la surface, non pas les pics. Donc la surface orange, elle est 2,5 fois plus grande que la rouge. Donc ça veut dire qu'en été, je suis capable de créer 2,5 fois plus d'énergie qu'en hiver. Donc voilà, une limite pour moi, c'est de dire au client, eh bien voilà, en hiver, je serai peut-être un peu plus court. Bon, l'autre, une évidence aussi, la nuit. Donc la nuit, voilà. Donc, nous sommes tous avec nos lampes, nous ne sommes pas en train d'utiliser au moins le solaire direct. Donc, il y a un problème ici. Et après, les nuages, c'est ce qu'on appelle l'intermittence de l'électricité solaire et pas que le solaire. On a en effet des problèmes. Quand il y a des nuages, qu'est-ce que l'on fait? Donc, ça, c'est pour dire que l'électricité créée avec du solaire, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Je ne pourrais pas jamais prétendre que juste un système photovoltaïque est suffisant pour résoudre les problèmes du monde. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un me dit qu'il a la solution unique et seule pour quelque chose, il faut plutôt courir parce que ce n'est jamais le cas. Donc, nous n'apportons pas la solution, mais une solution qui a besoin d'être insérée dans un système plus grand. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction de qu'est-ce que le photovoltaïque en soi, en termes techniques, mais pas trop profonds. Là, on commence à voir, je veux rentrer un petit peu dans qu'est-ce que l'on fait avec ça. Donc, mon premier aperçu, c'est un aperçu juste de l'Europe. Là, c'est une carte de radiation. Donc, ça veut dire la quantité de soleil qui arrive voilà, en Europe. Alors, moi, quand je vois cette carte, j'ai presque envie de pleurer parce que tous les gens qui sont au nord, donc Amsterdam et même Londres, donc il y a une radiation quand même assez faible comparée à chez moi à Barcelone, eh bien, tous ces gens-là, ils ont plus d'électricité solaire par tête que chez nous. Donc ça moi, en tant qu'Espagnol, c'est un drame, mais c'est un peu ma lutte. Quand je vois ce graphe, j'aimerais bien que le même graphe avec la quantité d'installation par mètre carré, par personne, soit aussi supérieur en Espagne, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est que cette carte, elle ait une raison d'être, surtout moi, en tant qu'habitant voilà, de l'Espagne. Il y a un potentiel énorme, mais un potentiel qui était sous-développé. Et là, on va voir comment on peut commencer à invertir cette tendance. Donc voilà, la place dans le monde. Là, je vais vous donner quelques idées. Bon, c'est des gros graphes, je ne vais pas y rentrer. Ça, c'est juste un graphe typique de la croissance. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le solaire est en continuelle croissance, mais c'est très jeune. Regardez, mon tableau ici, il commence en 2009. 2009, en termes macro, ce n'est rien. Donc, on va après voir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça n'a commencé qu'en 2009? Mais bref, au moins, vous voyez la courbe. Donc, une année après l'autre, on installe plus. Donc, ce qui est orange, c'est les nouvelles installations de cette année.
Et ce qui est jaune, c'est les installations précédentes. Donc, à chaque fois, sauf en 2018, où on a installé 103 gigawatts, alors qu'en 2017, on avait installé 104, mais sauf en 2018, normalement, la pente, elle est croissante. Et là, je peux vous dire qu'en 2020, nous sommes encore plus, presque au double. Donc, c'est une croissance exponentielle, mais très récente. L'idée à prendre de ce graphique, c'est que c'est très récent, mais ça commence à y aller fort. Après, si je vois le même style de graphe, mais avec toutes les énergies renouvelables. Donc là, vous voyez la différence. C'est à peu près les mêmes dates. Bon, ça commence en 2010. Donc la base, ce que vous voyez en bleu, c'est tout ce qui est l'hydraulique. Donc en Espagne, par exemple, on en a beaucoup. Donc c'est quelque chose de très stable. Si vous voyez, la croissance, elle est très forte en deux secteurs. En gris, c'est le vent, donc l'éolienne, et en jaune, c'est le solaire. Mais juste en 10 ans, on a rattrapé l'énergie renouvelable qui était la plus forte et qui va le rester pendant très peu de temps, parce que je veux dire qu'en 2 ans, le photovoltaïque va doubler. Donc, c'est très récent, mais ça y va très fort. Donc, voilà, la croissance que vous voyez avant, elle est aussi présente dans toute l'énergie renouvelable vue en général. Alors là, la question, c'est de dire, OK, là, j'ai les énergies renouvelables. Faisons un zoom encore plus vers l'extérieur. Voyons dans les énergies en général. Donc, ça, c'est le graphe de production électrique avec toutes les énergies combinées. Et donc, là, vous voyez que le défi est quand même grand. Donc, vous voyez la quantité en bas de charbon. En deuxième position, le gaz, l'essence, le nucléaire. En troisième, l'hydraulique, pas en troisième, en cinquième, pardon. Et puis nous, le solaire que vous voyez qui était exponentiel au débit, eh bien, nous sommes juste là, juste au-dessus. Là, il faut dire deux choses. Si vous voyez, il y a un petit pic du charbon en 2018 et par rapport au débat entre énergie renouvelable ou pas, il faut savoir que si vous fermez des nucléaires et vous n'avez pas préparé une contingence, eh bien, vous allez probablement brûler plus de charbon, plus de gaz ou plus d'essence. C'est ce qui est arrivé en Allemagne. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, moi je suis dedans, il faut bien programmer. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Pourquoi? C'est la diapo que je vous ai montrée il y a quatre diapos. Dans mon cas, la nuit, les nuages et l'hiver. Donc, il faut bien préparer. On ne peut pas jeter juste en un an tout un système. Donc, voilà, en Allemagne, là, malheureusement, ils brûlent plus de charbon qu'ils ne le faisaient il y a 3 ans. Évidemment, ils vont se redresser. Mais c'est pareil pour dire, est-ce qu'il y a des problèmes dans l'énergie renouvelable? Ben si, malheureusement, il y en a. Alors, c'est à nous de les changer. Moi, je suis à fond. Et bref, là, je vous ai parlé de l'énergie électrique, mais si on fait un zoom encore plus vers l'arrière et on parle de toutes les énergies confondues dans le monde, c'est-à-dire on y rajoute le transport. Et là, le drame, c'est encore plus grand parce qu'en bas, l'essence devient la numéro 1 et l'énergie renouvelable, elle est toute petite en haut et la solaire, vous la voyez presque pas. Donc voilà, est-ce que quand on voit ça, vous avez envie de partir? Moi, non. Moi, j'ai envie de rentrer à vif et de travailler encore plus pour tout changer. En plus, parce que là, j'ai deux vecteurs. J'ai le vecteur de création électrique, c'est là où je travaille, et j'ai le vecteur aussi du transport. Ce n'est pas le but de cette conférence, peut-être qu'il y en aura une, mais si on parle de la voiture électrique, etc., ça va attaquer deux choses en même temps. Ça va faire diminuer celle de l'essence et augmenter celle des renouvelables. Donc voilà, ça c'est pour dire, waouh, je vous parlais d'une révolution, mais regardez, je suis juste en haut, un petit millimètre en jaune. C'est ça mon défi tous les matins quand je me lève. Alors, à qui de jouer? À qui de jouer? C'est ça la grosse question. Et c'est ça le gros atout du photovoltaïque. Et là, on commence. À gauche, je vous ai mis une photo d'une centrale thermique. Donc voilà, à présent, on crée de l'énergie comme ça, de l'électricité comme ça. Là, on brûle du gaz ou du charbon. Vraiment, en Espagne, c'est du gaz. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée l'énergie. Qui pouvait faire ça avant? Eh bien, avant, pour être capable de créer de l'énergie, il fallait évidemment être une grosse multinationale, un monopole d'État, etc. Ou, option B, donc c'est ce qui arrive dans certains pays, vous habitiez sur une couche de pétrole, donc vous avez votre énergie presque gratuite. Pour le photovoltaïque, et c'est là la différence n'est pas dans la technique, c'est dans l'économie. C'est que n'importe qui peut devenir producteur. Il ne faut pas être Rockefeller pour pouvoir créer son énergie. Tout le monde peut l'être. Et ce qui est bien, c'est que pour que quelqu'un produise de l'énergie, je ne vais pas lui demander de changer son activité économique ou changer sa façon d'être. On va voir que moi, dans toutes les entreprises auxquelles je vends des produits, je ne leur dis pas, écoutez, monsieur supermarché, changez votre activité, faites-vous producteur. Je dis, non, monsieur supermarché, en plus de vendre des aliments, en plus, générer de l'électricité, c'est un plus pour vous, donc vous ne perdez pas votre identité.
Donc voilà, donc c'est ce gros atout qui fait la grosse différence. Tout le monde peut participer. Alors pourquoi? C'est ce qu'a dit Fanny au début, ça c'est le graphe qui montre la décroissance des prix du panneau solaire dans les 10 dernières années. Il y a des dizaines de graphes très semblables, mais grosso modo, il y a moins 80, moins 85% en 10 ans. La technologie, son prix a été divisé par 4, par 5. Ça, c'est énorme. Ce qui fait que, je ne vais pas vous montrer, mais là, installer de sa propre volonté un système photovoltaïque, c'est déjà rentable. Les prix sont très bas, donc voilà, vous installez ça chez vous, ça vous coûte X, mais vous gagnez Y, et Y rattrape X très vite. Je vous montrerai après, d'accord? Donc ça, c'est le genre d'études que je vais faire quand je vais voir des directeurs financiers d'entreprise. Je vais dire, écoutez, vous allez investir 100 000 euros, mais votre entreprise va économiser tous les ans 20 000 euros d'énergie. Donc ça fait qu'après la 5e année, vous avez récupéré l'investissement. Donc les 20 suivantes années, parce que le panneau, on considère qu'il va durer 25 ans, vous serez en train de gagner 20 000 euros par an. Et ça, vous voyez, moi, quand je vais voir une entreprise, je ne leur demande pas d'être des zéros qui vont sauver le monde. Je crois qu'il faut aider les gens à leur dire, écoutez, je comprends que vous devez gérer une entreprise, faites aussi ça, faites ce petit coup de pouce et vous pourrez participer aussi de notre chose. Il ne faut pas, j'hésite toujours à demander aux gens qu'ils changent complètement d'attitude, mais plutôt de leur montrer, écoutez, avec ce petit changement, la pente ira de l'autre côté. Et là, voilà, ce graphe, c'est juste pour vous montrer, ça c'est l'installation de panneaux solaires en Europe entre 2000 et 2009. Alors, pourquoi il y a cette courbe? La raison, c'est que jusqu'en 2011, on voulait promotionner l'énergie verte, donc elle était subventionnée. On installait de l'énergie, de l'énergie solaire, quand l'État te payait pour faire ça. Il y a eu un gros arrêt de toutes les aides en 2012, et du coup, presque plus personne n'a installé. Il n'y avait plus d'aide, mais depuis 2016, 2017, 2018, toute cette croissance que vous voyez là, c'est une croissance organique, naturelle. Ces gens-là, notamment, là je connais bien le cas de l'Espagne, ces gens-là, ils ont commencé à installer, non pas parce qu'ils avaient des aides de l'État, mais parce que le prix était suffisamment attractif pour le faire. Et ce changement, il est super, parce que ça veut dire que même sans avoir de l'aide, c'est déjà rentable. Alors moi, j'aimerais bien que les gens le fassent, même si ce n'était pas, mais je peux comprendre qu'ils regardent leur poche. Donc voilà, cette double courbe, elle montre comment l'Europe a d'abord essayé de faire promotion, de subventionner, et maintenant, même sans subvention, hop, on est en train de récupérer la pente. Bon, là, juste, qui sont les leaders en Europe? Donc, c'est à les applaudir pour eux, mais moi, j'ai envie de pleurer. C'est l'Allemagne, l'Hollande. Alors, l'Hollande n'est pas reconnue quand même par le soleil qui tape sur les Pays-Bas tous les jours. Et quand même, ils nous battent. Donc, moi, j'ai rien à dire, sauf que chapeau Belgique, chapeau Pays-Bas, chapeau Allemagne pour votre enthousiasme avec le solaire. Alors que moi, en Espagne, je suis là en bas à droite, le 10e. Je devrais être le premier, donc honte à moi. Donc, c'est mon travail tous les jours. Vous, la France, vous n'êtes pas dans ce graphe. Bon, vous le serez bientôt. Donc voilà, un peu comme moi, je suis le 10e, vous êtes peut-être le 11e. Donc voilà, si les gens avec des nuages le font, mes amis, si nous avons le soleil, il faut le faire 3 fois plus. Ah, mais c'est à qui de faire? Alors, j'ai mis ce graphe, c'est Batman ou Superman. Est-ce qu'il y a des bons, il y a des méchants? Est-ce que c'est que le gouvernement qui doit faire quelque chose? Donc, le gouvernement, j'ai illustré avec la gauche une grosse installation solaire que seulement un gros groupe industriel avec beaucoup d'argent peut faire. Aïe, 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 il ne faut jamais attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Si nous voulons changer les choses, c'est à nous. Et voilà, donc j'ai mis à droite une petite maison de campagne, une grande maison de campagne. Et moi, je vais dire oui, demandons au gouvernement, mais faisons aussi. Et c'est ce que je vais vous essayer de montrer. Alors, je ne sais pas qui c'est le méchant, si Batman ou Superman, je ne sais pas, mais moi, je sais que nous, si on commence petit à peu, on va y arriver parce que c'est déjà rentable. Et juste un petit graphe, et celui-là, c'est très intéressant. Vous vous souvenez des 3 leaders que je vous ai montrés, l'Allemagne, l'Hollande et la Belgique? Eh bien, ce graphe, il nous montre en jaune, ce sont les installations faites par des gros groupes. Ça veut dire utility scale, ça veut dire les gros groupes d'énergie. Ce sera EDF en France, Endesa en Espagne. Donc, c'est des gros groupes qui font des grosses installations. Donc, moi, Espagne, je suis 3e. Voilà, on a beaucoup de solaire. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gros groupes qui le font. Mais les pays qui sont leaders en Europe, ceux qui font bien, l'Allemagne, les Pays-Bas et Belgique, eh bien, vous voyez presque toutes les installations sont en bleu, c'est-à-dire c'est des résidences, des maisons, ou commerciales, des supermarchés, ou industriels, des bâtiments logistiques. Et c'est ça ce qui est très bien. Ça veut dire que c'est des milliers d'acteurs au lieu de 2-3 grands groupes qui le font. Et c'est comme ça que se fait une croissance soutenable, en répartissant le tout.
Donc, moi, c'est mon objectif, c'est arriver à ces chiffres en Espagne où l'on dépend toujours des grands. C'est aux autres de penser, non? Voilà, mais c'est ça. Donc voilà, donc là, je vais finir avec ce que vous pouvez faire chez vous, ce que nous pouvons faire. Donc ça, pareil, c'est une photo d'une installation que nous avons faite chez un client. Donc voilà, c'est des gens qui sont en train d'installer. Donc c'est facile, il y a toutes sortes de toitures qui acceptent le solaire. Et c'est ce que je veux vous dire. Mon objectif, c'est augmenter cette courbe bleue comme les grands pays. Alors, c'est quoi l'énergie solaire dans une maison? Ce système, c'est facile. Il y a trois choses. Il se compose de trois choses. D'une part, le panneau. C'est évident, ça va sans dire, mais bon, je le dis quand même, les panneaux solaires. Après, juste, je vous en informe techniquement, c'est une chose qui s'appelle l'onduleur. C'est-à-dire que de tous les panneaux, vous avez des câbles qui ressortent, donc il y a de l'énergie, mais l'énergie du soleil, c'est une énergie constante, une énergie continue. Alors que si vous regardez votre prise, c'est une énergie, c'est 230 et c'est 230 alternatif, donc c'est un voltage sinusoïdal. Donc c'est onduleur. D'ailleurs, le mot en français indique bien ce qu'il fait. C'est qu'il prend l'énergie du soleil qui a une puissance X et il la transforme avec l'ondulation nécessaire pour votre réseau. Donc, il prend tout et le transforme pour que vous puissiez directement brancher. Donc, ça a la taille d'un compteur d'énergie. Ça fait 50 cm x 50. Vous mettez à côté du compteur d'électricité et voilà. Et puis, la troisième chose pour avoir une installation solaire, c'est la structure. Donc, c'est les fers auxquels vous allez attacher le panneau. Je reviens dans la photo d'avant. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on installe voilà, dans ce cas, c'est de l'aluminium sur le toit. Donc, on fait quelques ancrages et après, les panneaux, c'est sur l'aluminium qu'ils vont. Donc, voilà, trois choses, structure, panneau et onduleur. Voilà dans quoi se compose un système chez vous. Qu'est-ce qu'il fait ce système? Eh bien, c'est facile. Vous avez le soleil, il tape sur votre toit. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit le toit. C'est là où c'est mieux parce que vous n'occupez pas d'espace, mais vous pourriez, si vous vouliez, mettre les panneaux par terre. Alors, bon, moi, je défends que si vous pouvez les mettre sur le toit, faites-le parce que voilà, c'est un espace qui est déjà fait pour ça et faites-vous un petit terrain ou un petit potager par terre. Donc, voilà, les rayons vont sur le panneau. Ils créent l'énergie continue. Ils arrivent après à l'ondulateur, je ne me souviens pas. Et c'est lui qui transforme l'énergie en énergie apte pour aller dans vos prises, donc, que vous pouvez utiliser après partout. La télé, la cuisine, les lampes, réchauffer l'eau, partout. Indistinctement parce que l'énergie, elle ne fait pas de différence. Les électrons que vous prenez du réseau ou du soleil sont les mêmes, donc ils vont partout dans la maison. Vous devez aussi savoir, comme vous voyez ici, que la maison est quand même toujours connectée au réseau normal. C'est-à-dire, personne ne va vous dire « Ah non, si vous installez des panneaux, vous ne pouvez pas être connecté à EDF. » Ah si, vous pouvez toujours l'être, par exemple la nuit, sinon qu'est-ce que vous feriez? Mais ce qui est très intéressant, c'est que non seulement vous pouvez être connecté pour continuer de prendre de l'énergie électrique du réseau quand il fait pas beau, quand il est noir, quand il est nuit, mais aussi pour vendre l'excédent. Par exemple, le week-end, dimanche, vous partez, votre panneau est en train de produire beaucoup, il n'y a personne à la maison. Là, c'est une énergie qui peut être revendue au réseau. Et ça, comme vous verrez, c'est très intéressant parce que ça permet d'aider beaucoup au système, mais ça vous permet à vous aussi d'avoir un revenu par rapport à ça. En ce moment, vous êtes un producteur d'énergie qui donnait de l'énergie verte au système. Donc ça, je l'ai mis ici avec ce petit graphe. Ça, c'est un graphe que je montre beaucoup à mes clients parce qu'ils n'en sont pas toujours conscients. Donc, c'est la même chose. Soleil va sur le panneau, va sur la maison. Et la flèche verte, ça veut dire ça. Ça veut dire que si vous êtes en train de produire plus d'électricité que vous en avez besoin, le réseau vous l'achète. Et ça, c'est un avancement. C'est une loi européenne qui a dit ça. Et ça permet beaucoup de rentabiliser les installations. Et puis la flèche jaune, ça c'est pour dire aux gens, n'ayez pas peur du photovoltaïque. S'il fait noir, vous serez toujours connecté au réseau. Voilà, ça se fait de façon automatique. Ça, c'est une diapo assez essentielle parce que jusqu'à présent, je vous parle de panneaux. Un panneau solaire, c'est quelque chose qui a une puissance. Mais la puissance en soi, ça ne veut rien dire. Une puissance, c'est un potentiel, c'est quelque chose qui peut créer. Mais peut créer le quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Vous ne voulez pas des panneaux. Ce que vous voulez, c'est de l'électricité, une production. Aller de la puissance, du potentiel, vers la création, vers le réel. Et là, c'est un exemple de ce que vraiment vous produit le photovoltaïque. Alors, en bleu, c'est la consommation d'une entreprise avec laquelle nous avons travaillé ici en Espagne, c'est sa consommation électrique. Donc, vous voyez, à gauche, c'est minuit. Cette entreprise, vers 7 heures du matin, elle commence à s'activer. Donc, il y a les gens qui arrivent.
ils ont un pic vers 9 heures. Donc, tout ça, c'est la consommation. Et vers 20 heures, les gens commencent à partir. Bon, je peux vous le dire, ça, c'est une station à essence. Donc, voilà, il y a un service client très fort. Donc, station à essence, 24 heures ouverte. Donc, voilà sa consommation. Ça, c'est en bleu. Et nous avons installé un système solaire. C'est ce que vous voyez en jaune. Donc, les panneaux solaires, ils sont en train de produire cette cloche jaune. Donc, là où il devrait y avoir, ce qu'il y a derrière le jaune, c'est tout ce que en ce cas, l'entreprise ne devra pas consommer du réseau. Si par exemple, vous prenez ici à 10 heures, la consommation, elle est là, mettons qu'elle est 10, ce que moi je peux donner, ça n'arrive qu'à 7. Donc ça veut dire que la station, au lieu de consommer 10 du réseau, elle sera en train de consommer la différence, 3, mais je suis en train de lui donner beaucoup d'énergie solaire. Et justement, à midi, vers 13 heures, si vous voyez, on a un pic. Ça veut dire qu'à midi, j'ai plus de production solaire que de consommation en entreprise. Donc, à midi, cette entreprise, elle ne sera en train de rien consommer du réseau. Elle sera totalement en train de s'alimenter de son propre, voilà, de sa toiture solaire. OK? Ça, c'est important aussi pour que vous voyez quel est le potentiel du solaire. Et je dis aussi dans le sens conservateur, la cloche jaune, cette surface, elle représente environ 35% de la surface bleue. C'est-à-dire qu'en général, quand moi je vais voir un client, je lui dis, écoutez, si vous installez du solaire, vous allez économiser 35% de votre consommation. On aurait tendance à penser que c'est plus, hein, parce que voilà, bon, les gens ne sont pas conscients que les entreprises, on a une consommation de base qui est très importante. Imaginez, quand je vous parle de mon client, le supermarché, lui, il a les congélateurs à fond pendant toute la journée, mais pendant toute la soirée aussi. Donc voilà, quand on parle des limites du solaire, eh bien, là, vous voyez vraiment, pour moi, cette diapo, c'est la clé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vous économiser 35% de l'énergie. Ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est énorme. Hein. Les directeurs financiers, quand ils voient ça, alors qu'ils essaient d'avoir des ristournes de 5% chaque année, ils se jettent dessus. Mais voilà, pour que vous ayez une idée. Ça, c'est ce qu'on peut faire donc, pendant la journée. Alors, c'est quoi les bénéfices microéconomiques? Donc, pour celui qui s'installe, une entreprise ou une personne, eh bien, moins de dépenses, ça c'est direct. Vous aurez moins de consommation du réseau, donc directement votre facture, il y aura moins de kilowattheures à facturer. Donc, ça c'est numéro 1, 35% moins de dépenses. Numéro 2, comme vous avez plus de puissance installée sur le toit, vous aurez besoin de contracter moins de puissance aussi. Donc ça, il faut faire la différence entre la partie fixe et la partie variable de votre facture mensuelle. Ici en Espagne, par exemple, la partie fixe, ce que vous payez, même si vous ne consommez pas, ça arrive à 40% de la facture. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Si moi je demande une puissance de 3 kW, eh bien, si j'installe du solaire, je pourrais dire à EDF, écoutez, descendez-moi la puissance, je n'ai besoin que 2 parce que j'en ai déjà de 3 installés sur mon toit. Donc voilà, donc moins de consommation variable, mais moins de puissance, la partie fixe. Et finalement, plus de recettes. Donc c'est la vente de l'excédent dont je vous disais. Si vous n'êtes pas là le week-end, n'ayez pas peur, cette électricité n'est pas perdue, ni pour vous ni pour le système. Elle va pour le système et elle est rémunérée. Donc voilà les trois axes, les trois axes pour récupérer l'investissement. Alors après, j'ai toujours envie de défendre macroéconomiquement ou pour la planète. Pourquoi c'est bon de faire beaucoup d'autoconsommation? D'abord, parce qu'on a, en tant que pays, par exemple, on a moins de dépendance des grandes centrales. Et donc, ça permet de ne pas dépendre d'éviter, comme on appelle communément, les blackouts qui arrivent en été. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de petits centres de création, s'il y a un gros centre qui fait faillite, ce n'est pas grave parce qu'on en a d'autres. Donc, plus on augmente la variation, moins de risque du système. Après, parce que je vous disais au début, comment peut-on créer une révolution? Comment peut-on augmenter la part du solaire? Où on espère que les gros vont faire quelque chose, 2, 3, 4 gros groupes. Mais là, c'est la force exponentielle de si beaucoup d'individus se mettent à le faire, ça va très vite. Ça va très vite. Et vous avez vu en Pays-Bas et en Allemagne, ce n'est pas les gros, c'est la quantité d'individus ou de petites entreprises qui l'ont fait. Donc, c'est plus facile d'augmenter parce que beaucoup de gens font quelque chose que parce que quelques gens font beaucoup de choses. Et finalement, répartition de la richesse. Là, nous, on le voit souvent avec, dans les régions, dans les fermes, finalement. On travaille beaucoup avec des fermes. Si on parvient à faire que les fermes aient une nouvelle source de revenus, ça fait une nouvelle
raisons économiques pour rester dans ces endroits qui sont économiquement assez tendus. Et donc voilà, c'est les bénéfices macroéconomiques, mais il y a une constante. Pourquoi peut-on en étant arrivé là? C'est grâce à une chose, c'est la digitalisation. Pour pouvoir contrôler, par exemple, toutes ces petites productions multipliées par 1000, ou par 2000, par 3000 habitants, il faut bien qu'il y ait une gestion des données. Et ça, c'est grâce à Internet et la digitalisation qu'on peut le faire. On peut contrôler, ou le système peut contrôler, le réseau électrique, en espagnol ou français, peut contrôler tous ces petits créateurs. Ça ne se pouvait pas avant, et vous ne pouvez pas laisser voilà, la création d'électricité sans contrôle. Il y a toujours un marge que l'État doit contrôler pour le bien. Et donc ça, c'est grâce à Internet, ce partage de données. Quand vous vendez l'électricité, il y a le réseau qui connaît d'avance combien vous allez vendre, combien pas. Donc c'est ça ce qui permet vraiment cet échange de données. Géopolitique, bon, je vais pas trop tarder là, on m'avait dit 45 minutes. Donc, géopolitique, j'ai juste mis quelques images. Donc, voilà, en haut à gauche, voilà, l'Empire romain, pourquoi il est tombé. Plus c'est grand, plus c'est difficile, plus c'est facile à ce que ça tombe. Voilà, Star Wars, vous êtes aussi connu, la Estrella de la Muerte, de Death Star. Il y a juste, en mettant une bombe au milieu, vous avez fini avec l'Empire, alors que vous aurez pu batailler contre des milliers de petites navettes. Non, non, il fallait juste attaquer un point central. Pourquoi je vous dis ça? Ben là, en bas à gauche, c'est quoi cette carte? C'est une carte que j'ai trouvée dans un document de l'armée américaine. Quand ils devaient attaquer quelque chose en Asie du Sud-Est il y a des dizaines d'années, voilà, ça c'est un plan des centrales électriques. Donc, au lieu d'attaquer beaucoup d'endroits, stratégiquement, militairement, on s'y connaît, ils vont aux endroits voilà, les plus fragiles. Et donc, si au lieu de ça, vous avez un système qui est complètement éparpillé partout, c'est quand même plus stable. Voilà, bon, à droite, c'est pareil. Hein, si vous aimez la science-fiction, là, c'est le livre Fondation d'Isaac Asimov. Il fallait juste attaquer Trántor, le centre bureaucratique. Donc, s'il y a un centre qui contrôle le tout, il faut juste attaquer le centre et tout va exploser. Alors que si on arrive à faire un système décentralisé, le système est beaucoup plus stable. Voilà. Là, c'est bon. Juste la même idée par rapport à l'énergie créée. Là, je voulais juste vous montrer ce qui arrive le week-end. Donc, c'est le même graphe. Il y a vous voyez ici 7 cloches. C'est une pour chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vous voyez, samedi, dimanche, ce que je vous disais, la consommation en bleu, elle est presque nulle. Donc, n'ayez pas peur, cette électricité qui est ici perdue, elle est vendue. Donc, voilà, c'est quelque chose qui arrive positivement. Par contre, et là, c'est important pour la maison, je vous ai parlé de l'entreprise, mais à la maison, il y a un problème. C'est que normalement, vous n'êtes pas chez vous pendant la journée parce que vous êtes au travail. Donc voilà, là, c'est un cas réel de mon collègue au bureau. Il a installé l'énergie chez lui. Quand est-ce qu'il y a beaucoup de consommation dans les maisons? En première heure, à 9h20. Bon, lui, en son cas, à 14h, il y avait probablement quelqu'un qui allait déjeuner chez lui. Et après, le soir, pendant la journée, plus il y a du soleil, on est au bureau. Donc, pour les foyers, il y a aussi cette petite limite. Hein. Il faut bien y penser. La consommation va se faire dans des heures où il n'y a pas de soleil. Donc, le rendement économique sera moindre. Alors, évidemment, il y a des façons d'attaquer ceci. Mais voilà, je voulais que vous en soyez conscients parce que les courbes en entreprise, elles sont très belles. Ça, pour moi, c'est une cerise sur le gâteau. Les entreprises, quand elles voient ça, elles disent « j'achète ». Pour les maisons, il y a encore ces limites. Donc, est-ce qu'on peut faire, comment faire pour que ce ne soit pas aussi problématique? On en parlera après, si vous voulez, dans les questions. Je ne vais pas m'attarder avec les rendements économiques. Regardez juste le dernier. C'est le cas que je vous ai dit oralement. Quand quelqu'un s'installe, une entreprise s'installe, voilà, 360 000 euros de panneaux, en 4 ans, ils ont récupéré l'investissement. Ça veut dire qu'ils économisent 90 000 euros par an. Donc, c'est très rapide. Mais hop, si je pars à ma première ligne, dans une maison, eh bien, honnêtement, dans une maison, le rendement économique, il est très lent. Est-ce que cela veut dire que vous ne devez pas le faire, que je ne dois pas le faire? Il y a déjà un rendement économique. Parfois, on demande à la photovoltaïque quelque chose qu'on ne va pas demander si vous allez refaire votre salle de bain ou votre cuisine. Vous n'allez pas, je ne crois pas que vous allez essayer de voir si votre salle de bain est plus efficiente qu'avant ou pas. Avec le solaire, il faut que vous le sachiez. Voilà, le rendement économique pour une maison, il va au-delà de 15 ans. Pour une entreprise, non. Pourquoi? Économie d'échelle et le graphe que vous avez vu avant. Donc ça, c'est pour être vraiment honnête. Donc les gens qui le font, c'est plutôt pour amour à l'art. Voilà. Et bon, je vais pas. Ça, c'est un exemple de budget qu'on fait pour un client. Si vous voulez. Si, allez, je vais vite. Bon, là je lui présente justement. C'est en espagnol, donc c'est les panneaux que j'installe, la puissance des panneaux.
La dernière ligne ici en bleu, la production spécifica, il faut que je le dise combien va produire chaque panneau. Donc, ça, c'est juste pour dire que plus vous êtes au sud, plus le panneau va produire parce qu'il y a plus de soleil. Donc, pour une même installation installée en France ou installée en Espagne, eh bien, elle va produire plus en Espagne parce qu'il n'y a plus de soleil. Et donc, en bas, je compare ici la production, la consommation que mon client a avec ce que moi, je vais lui produire. Donc, ça, c'est les chiffres que je présente au client. J'ai écoutez, je vais vous produire, donc ici, c'est la deuxième ligne, 756 000 kilowatts, alors que vous en consommez 3 millions. Donc voilà, ça fait 23% de votre consommation. C'est ça ce que vous aurez en moins. Et en bas, c'est juste les chiffres. Donc pareil, en 4 ans, il a rentabilisé. Donc son investissement sera presque de 180 000 euros, mais il va récupérer par an 62 000 euros. Ça se dit vite, mais c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc en entreprise, ça part très vite. Voilà, ça part très vite pour le monde. Donc voilà, bon, je vais pas continuer avec les chiffres, juste pour finir avec quelque chose aussi qui me tient assez à cœur. Ça, je t'en avais commenté par écrit, Mathilde, l'esthétique. Pour moi, c'est très important, si on fait quelque chose, faire bien le faire. Alors, le photovoltaïque, vous vous souvenez la photo au début que je vous ai montré du thermique. Le thermique, c'est des panneaux qui sont levés, il y a des conduits qui partent un peu partout. Faire quelque chose de bien pour la planète, c'est pas forcément faire quelque chose de moche ou qui est déplaisant. Là, regardez 4 exemples d'installations que nous avons fait. À gauche, c'est voilà, une installation. Ça, c'est un auditorium. Donc, au-dessous, c'est un bâtiment avec une couverture avec de l'herbe et en plus du solaire. Donc, c'est triplement vert si vous voulez. La deuxième image, c'est une façade d'un client à nous, un client qui fait des pizzas surgelées. Donc, pareil, la même idée. Comme ils font du surgelé, ils ont une consommation énorme, donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie solaire. Moi, à mon avis, c'est assez beau quand même. La troisième, c'est un château de vin. Donc, voilà. Donc, pareil, vous voyez ici, on leur a installé la photovoltaïque. Ce n'est quand même pas moche. Et à droite, une usine normale. Donc, voilà, c'est juste pour défendre que si on fait bien les choses, il n'y a pas pourquoi avoir des craintes. Mais si on fait bien, presque dernière image, il y a des gens qui font des choses très mal faites. Et ça, quand je vois ça, moi, ça m'énerve vraiment, parce que c'est des gens qui sont dans mon secteur, mais c'est plutôt des pirates. Donc, bref, regardez l'installation à gauche, ils ont mis les panneaux plats, donc regardez comment ça s'allie. Alors, si vous me posez la question aujourd'hui, pourquoi ils ont mis plats? Parce que si vous les mettez plats au lieu de les lever, c'est plus économique, parce qu'il y a moins de structure. Mais bon, il ne faut pas que je vous dise, la production de ces panneaux est très faible. Au milieu, ça, c'est pareil, arrive à pleurer. Je ne vais pas dire le pays parce que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas en Europe. Si on fait ça sur une montagne ici en Espagne, je suis le premier à y aller et enlever tout ça. Donc, il ne faut pas, au nom de l'énergie, attaquer de façon bête d'autres choses. Et à droite, pareil, ces panneaux qui sont levés. Là, je crois qu'ils ont pensé en énergie, mais ils n'ont pas pensé en structure. Moi, si j'étais un architecte et on fait ça sur un bâtiment qui est à moi, non, on a juste pensé en énergie, alors qu'il faut penser toujours un système d'un point de vue holistique. Il faut penser à tout, il faut penser à la structure et bien faire. Ça, vous avez quelques vents qui vont arriver, ça va partir comme si c'était des cerfs-volants. Voilà. Donc, dernière diapo, qu'est-ce qu'on parle au futur? Peut-être je vais laisser ça pour les questions, mais ça, c'est des zones de recherche de notre entreprise aujourd'hui. Donc, l'agrivoltaïque, je pourrais vous en parler si vous voulez. En bas, c'est une électrolyse, donc l'hydrogène, ou comment conserver l'énergie. En bas à droite, les voitures. On est en train de parler avec beaucoup de chargeurs d'électricité pour voitures électriques parce que ça va nous permettre à nous d'installer de plus d'endroits. Et puis en haut à droite, c'est juste une photo de Barcelone, vue de l'air. Alors, quel est mon challenge? En rouge, vous voyez les toits normaux de la ville, c'est des terrasses. En Barcelone, on a des terrasses, on n'a pas de toit, on n'a pas d'ardoise, c'est des terrasses, c'est des toits plats où on peut aller au-dessus. Donc, mon objectif, ce n'est pas d'installer des panneaux solaires ici, parce que moi, dans ma terrasse, au-dessus de mon bâtiment, je suis dans un 4e. À ma terrasse, j'y vais. C'est une terrasse communautaire, j'y vais. Mes gamins, ils vont jouer à la terrasse l'après-midi. Je ne veux pas occuper cette terrasse avec du panneau solaire. Mais en bas, toute la zone qui est un peu plus blanche, tout ça, c'est la zone logistique. Mon rêve, c'est que si on prend une photo Google Earth de Barcelone dans 5 ans, j'aimerais que cette zone soit vue plutôt d'une couleur bleue ou noire. Ça veut dire que c'est du photovoltaïque. Parce que ça, en bas, c'est un espace inutilisé, alors qu'une toiture, une terrasse en soi, elle est utilisée. Donc voilà, conclusion, le photovoltaïque, certes, elle n'est pas suffisante, elle ne l'est pas, je ne vais pas vous mentir, mais elle est vraiment bien nécessaire et très complémentaire à d'autres activités. Donc, c'est un peu ce que montre ce graphe. Si vous le voyez, il y a des voitures électriques, des batteries, d'autres énergies pour combiner, etc. Donc, voilà. Le photovoltaïque, c'est chic. Donc, quelle serait la réponse à la question? Je ne sais pas si c'est chic, mais en tout cas, c'est
technique, c'est scientifique et c'est économique. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, nécessaire, mais pas suffisant. Et voilà, donc dernière slide, juste si vous voulez voilà, en savoir plus, j'ai mis deux liens qui sont très intéressants par rapport au photovoltaïque. Le premier, un institut allemand qui font de la recherche à la fois de base sur les cellules photovoltaïques, comment faire pour qu'elles produisent plus, mais à la fois économique. Comment se comporte, comment aider un paysan à qu'il produise, à qu'il ait plus de revenus grâce à la photovoltaïque. Quelles aides a-t-on besoin pour que l'État puisse voilà, promouvoir ceci? Deuxième, c'est juste des statistiques sur l'énergie renouvelable dans le monde. C'est voilà, l'Association internationale de l'énergie renouvelable. Et puis mon email, si vous voulez m'écrire, vous pourrez le faire à voilà, jordiasnar.sud.es. Donc vous aurez la présentation, donc vous pouvez voir ici. Donc voilà, si vous avez des questions, vous me dites. Merci beaucoup, Jordi, pour cette présentation très claire et où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. En parallèle, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, des témoignages aussi. Et donc, je vais laisser maintenant Mathilde se faire le relais de toutes ces interactions. Super. C'est bonheur ce rôle, le rôle de modérateur, parce que Jordi, déjà, merci beaucoup. C'était passionnant et il y a eu beaucoup de questions. Et donc, comme tu nous as beaucoup parlé de l'autoconsommation, il y a beaucoup de questions qui concernent, en gros, on sent bien qu'il y a un désir de peut-être installer bientôt des panneaux chez nous. Mais pour ça, il va nous falloir quelques informations supplémentaires. Alors, attends, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. J'essaie de me faire une petite note. Alors, d'abord, il y a quand même une préoccupation écologique, environnementale, hein, de se dire, est-ce que tu as des chiffres à nous partager éventuellement sur le bilan carbone ou le coût complet de fabrication d'un panneau et son recyclage? Si tu as une information exprimée en kilos de CO2 par mètre carré de panneau, cette question nous a été posée par quelqu'un de très précis qui se reconnaîtra dans l'assemblée. Mais l'idée, c'est voilà, est-ce que tu as dit que quelque part maintenant, par rapport au prix de vente, en tout cas, vous intégriez le fait qu'il y a la garantie du panneau, il y a le coût de recyclage. Est-ce que tu as aussi cette information du point de vue coût environnemental, bilan carbone? Et puis, bien sûr, le corollaire, Jordi, c'est de dire, une fois que tu nous as si tu as un chiffre à nous donner dans l'absolu, c'est de dire, est-ce que le bilan carbone d'un panneau solaire, il est plus ou moins, comment il se situe par rapport au bilan carbone d'autres infrastructures dans les énergies renouvelables, par exemple? D'accord. Je vais te répondre en deux points. Le premier point, c'est tel quel un bilan carbone, là, dans ma tête, je ne l'ai pas, parce que je ne l'ai pas, donc je n'aime pas inventer les choses, mais bon, la recherche, je peux la faire vite. Mais je rattacherai tout ça à une des premières choses que j'ai dit par rapport au bilan énergétique. Donc, c'est pour dire que l'énergie que l'on a besoin pour créer le panneau solaire, en 1 an, 4, donc en 18 mois, il a été recréé par le panneau, alors que le panneau dure 25 ans. Donc, ça veut dire que voilà, tu as juste besoin d'une petite année pour récupérer ce que tu as usé. Alors, ce n'est pas la réponse à la question, j'en suis conscient, hein, mais voilà, c'est une petite idée pour te dire qu'on crée beaucoup plus d'énergie que celle que l'on consomme pour le créer. Donc, c'est un bilan énergétique, ce n'est pas un bilan carbone, d'accord? Donc, je n'ai pas cette chiffre, mais bon, en tête, mais je peux la chercher facilement et vous la passer. Ce que si je peux vous dire, et là je vais chercher ça dans ma présentation, c'est qu'à mes clients, on leur parle du bilan carbone par rapport à… Non, je vais juste… je ne vous ai pas montré la slide, non. Mais à nos clients, si en effet, on leur dit, écoutez, l'énergie que vous allez créer, comparé avec le mix d'électricité en Espagne, qui est beaucoup sur le charbon et l'essence, voilà votre énergie, vous allez économiser autant de tonnes de carbone. Donc, au cas par cas, de CO2. Ouais. De CO2, ouais, voilà. Donc, je peux vous dire la chiffre, parce que là, je prends une présentation vraie. Ah non, je ne peux pas. Non, parce que je ne suis pas sur le serveur. Je suis désolé de ne pas avoir la chiffre, mais je ne veux pas donner des chiffres sur la tête. Mais voilà, moi, je resterai sur celle de la production électrique. En 1,4 ans, vous avez produit la même électricité que celle qu'on avait besoin pour produire un panneau.
Donc, ça se reprend très, très, très vite. Le bilan est nettement, nettement, nettement positif. Mais désolé pour ne pas avoir le chiffre en kilogrammes, mais je préfère pas. Non, mais t'inquiète pas. Alors, du coup, tu nous parles effectivement du bilan énergétique. On a plusieurs questions qui ont trait à cela, de se dire en gros, quelle est la proportion d'énergie produite par un panneau ou plusieurs panneaux versus nos besoins. Oui, Ça rejoint une autre question qui est de dire en fait pour ton chez toi, combien de panneaux, mettons oui. une maison, combien de panneaux il te faut pour couvrir à peu près quel besoin. Et j'imagine que du coup ta réponse par rapport à ce que tu nous as dit va être très différente selon les moments de l'année et les moments de la journée. Mais globalement, en gros, si Oui, je dis oui, donc moi c'est particulier, facile. j'installe X panneaux, ça couvre combien de mes besoins? Mais là, par exemple, en Espagne, la consommation d'un foyer, elle est sur les 3500 kilowatts par an. Donc, ça, c'est une consommation moyenne. Et donc, si vous installez 10 panneaux, vous produisez déjà 5000 kilowatts. Donc, pour avoir une idée, c'est que pour une maison, on va normalement installer entre 6 et 10 panneaux. Donc, 6 et 10 panneaux, ça veut dire entre les 2 et les 3 kilowatts de puissance. Donc, ça, c'est l'idée, entre 6 et 10 panneaux pour une maison. Donc, c'est ce qu'on installe. Après, ce qui est important à savoir, c'est que cette production, ce n'est pas que de l'autoconsommation, parce que vous allez produire beaucoup, mais vous allez aussi envoyer beaucoup sur le réseau. Donc, de cette production de 5000, ce n'est pas que du jour au lendemain, vous aurez zéro consommation du réseau. Ça veut dire que à peu près la moitié sera autoconsommée, mais la moitié sera vendue sur le réseau. Ça, c'est très différent en entreprise. En entreprise, parfois, vous envoyez au réseau, ils envoient au réseau presque rien, 1%, 2%, à cause de les courbes que j'ai montrées où il y a la courbe jaune qui rejoint la courbe bleue en entreprise. Mais à la maison, c'est au contraire. Donc, mais bref, en tant que réponse, pour une maison, je dirais entre 8 et 10 panneaux. Donc, ça fait 3 kilowatts. Et les prix, alors si vous étiez en Espagne dans mon entreprise, pour 8 panneaux, ce serait 6 000 euros, 6 200 euros. Voilà. Donc, ce serait, voilà, 8 panneaux, 6 200 Ok, euros pour une installation complète. Ce n'est pas que le panneau, complète, mais tous les câbles, la d'accord. structure, voilà. La structure, Donc, ça, ce serait ça. utiliser les ondulateurs, Voilà. etc. Ok. Voilà, le câble, voilà. Euh, Et alors, en d'accord. France, Alors, oui, si tu vas-y, veux, pardon. en France, je crois même, alors moi je vous ai parlé avant des chiffres, les chiffres crus, les chiffres nets, parce qu'en Espagne, il n'y a pas d'aide. L'État ne donne pas d'aide pour ces installations. En France, je crois bien qu'il y en a. Alors, je ne suis pas rentré pour ne pas dire des bêtises, mais en France, si vous installez un système solaire, un système photovoltaïque, c'est très probable que vous ayez deux types d'aides. Une, c'est l'aide à l'investissement, donc une chiffre concrète X pour que vous pouvez directement voilà, encaisser quand vous faites de l'investissement. Et deux, c'est par rapport à cette électricité que vous vendez au réseau, elle va être subventionnée. Vous n'allez pas la vendre au prix de marché, c'est-à-dire un prix à l'engros, mais vous irez certainement la vendre au même prix que le prix auquel vous achetez votre énergie. Donc, c'est une façon de subventionner. Donc, vous avez deux subventions Ok, possibles. Alors, ça, en Espagne et en France, et partout pareil, ces législations, elles varient super vite. Hein. Donc, c'est pour ça que peut-être je le dis ça aujourd'hui et la semaine prochaine, ça change. Mais voilà, ça, en Espagne, on avait beaucoup d'aides avant et ils ont parti parce que le business plan se tient tout seul. Mais bref, il faut que vous sachiez. Et après, une autre option, donc voilà, pour contrer ces 6 000 euros d'investissement, ce qui arrive dans pas mal de municipalités, c'est que pour les gens qui s'installent un système solaire, vous avez après une baisse dans les impôts locaux, par exemple les impôts fonciers. Donc en Espagne, si vous avez une maison ou un appartement, il faut payer X euros par an à la municipalité. Donc c'est la municipalité même qui décide, voilà, pour ceux qui auront installé un système solaire, vous aurez voilà, vous devez payer seulement 50% de cet impôt. Ça, c'est le cas ici en Espagne, dans certaines municipalités, dans beaucoup d'entre elles en fait. Donc, pendant 3 ans, normalement, 50% de moins l'impôt. Donc, ça fait que finalement, ça remonte un peu la pente. L'idée ici, c'est d'aider celui qui est en mauvaise position, et dans ce cas, c'est le consommateur, parce que comme dans une maison, c'est difficile de rentabiliser l'énergie à cause de cette idée que je vous ai montrée de la cloche qui est asynchrone. Par contre, en entreprise, comme c'est déjà très économique, normalement, il n'y a pas d'aide. Mais voilà, pour une maison, ce d'accord. serait OK. Enfin, j'ai envie de te dire que la courbe en ce moment avec le télétravail, grâce ou à cause du Covid, peut-être que finalement le photovoltaïque est encore plus intéressant maintenant
dans cette Non, période de absolument, oui, oui. télétravail intense. Oui, Ok. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Non, Euh, non, les nouvelles, les nouvelles et habitudes, alors, ça. j'ai une question qui n'était pas posée là, mais qui me vient. Quand tu dis on peut être aidé par les municipalités aussi, et quand tu montrais la photo satellite de Barcelone, est-ce Oui. que tu sais, alors en France, on est, enfin, quand même, tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a des plans locaux d'urbanisme qui régissent en fait ce que tu Oui. peux faire, notamment Mhm. par rapport à des maisons. Est-ce que ça, tu sais si en France ou alors comment ça se passe en Espagne, est-ce que pour poser à défaut des panneaux chez toi, tu dois demander des autorisations particulières ou pas? Ça fait la question, c'est est-ce que logistiquement, d'un point de vue administratif, c'est facile ou pas? Oui, d'un point de vue administratif, par exemple en Espagne, comment dire, tout ce qui n'a pas besoin d'argent, c'est facile. C'est-à-dire que avant, par exemple en Espagne, il fallait demander un permis de construire pour faire ta photovoltaïque. Maintenant, il faut juste notifier à la mairie. Alors, tu notifies avec ta responsabilité de dire que tu vas faire quelque chose de légal et de bien fait, mais il faut juste notifier. Donc, tu n'as aucune contrainte pour le faire. Tu peux le faire, Ok. sachant qu'il y a un code de comment le faire. Donc, ils vont te dire, bon, si après, toi, tu as fait ce que je vous ai montré avant, tu as levé les plaques trop, elles sont trop éloignées. Voilà, ça tu ne peux pas le faire. Il y a un code à suivre, mais tu peux le faire sans avoir besoin de permis. En France, admettons qu'on a besoin de permis, mais c'est quelque chose qui est donné assez vite. Moi, je travaille avec des groupes investisseurs français ici en Espagne et l'autoconsommation, ça marche très bien en France. En France, un truc, par exemple, que vous avez qui est très bien, pas pour l'autoconsommation, c'est que vous travaillez beaucoup sur les terrains abandonnés, par exemple des carrières. C'est là où il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'installer du photovoltaïque pour, voilà, pour ne pas avoir un problème par rapport au permis. Donc, c'est un espace dégradé, c'est OK. Donc, pour les toits et les maisons, je suis assez certain que c'est assez OK en France parce que mes collègues français l'ont fait souvent. D'accord. Alors, on a encore des questions qui concernent de potentielles installations. Oui, Est-ce que les panneaux sont prévus pour résister aux intempéries? Tu as dit selon leur inclinaison, selon leur orientation. On voit que déjà, ils ont, en termes d'efficacité et de résistance aux éléments, c'est pas tout à oui. fait pareil. Mais imaginons des fortes pluies ou de la grêle. Enfin, est-ce que les panneaux sont fabriqués pour pouvoir résister à ça? Première question. Et la deuxième question, c'est en gros si on a un problème sur notre toit, d'étanchéité, un problème de tuiles, à quel point c'est facilement démontable ou quelque part il faut, enfin, c'est un petit peu compliqué après, une fois que tu as posé ça sur ton toit, de pouvoir y accéder. D'accord. Ben non, très bonne question les deux. Alors pour la première, la réponse c'est oui, les panneaux sont très résistants. D'ailleurs, les panneaux sont faits d'abord de la couche de silicium, ça c'est très fin. Et donc le verre que l'on met au-dessus, c'est seulement un verre pour protéger face à l'intempérie. Alors par exemple, D'accord. une chose que l'on fait ici en Espagne, c'est que nous, on fait on utilise des parkings pour mettre de la photovoltaïque. Donc déjà, la même idée que je vous disais avant, c'est un espace déjà pris à la nature. Donc pour nous, c'est bien de dire, écoutez, vous émettez 1000 voitures, autant créer aussi de l'énergie. Ça ne va pas, voilà, ça fait qu'on utilise deux fois un espace déjà dégradé, donc c'est mieux. Mais une raison aussi pour laquelle on le fait, c'est que le verre d'une voiture va se casser avant avec la grêle que non pas le panneau photovoltaïque. Donc, il y a des gens qui installent du photovoltaïque comme protection contre la grêle. Ça, on fait ça aussi. Donc, c'est voilà, une marque de voiture avec laquelle je travaille. On est en train de lui mettre ça sur le parking parce que c'est plus résistant, un panneau photovoltaïque, que par exemple la carrosserie d'une voiture. Donc, oui, ce sont des choses qui sont quand même très, très dures et très solides. Par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, c'est plus intéressant, la deuxième question, ce qui doit être bien fait, c'est comment vous ancrez ces panneaux sur un toit, par exemple. Et ça, c'est là où je vous montrais les photos. Si vous mettez un panneau très vertical, parce que comme ça va produire plus d'énergie, ben attention au coup de vent, parce qu'un coup de vent va créer un effet voile et il peut partir. Donc ça, c'est le genre de choses, tu me demandais avant par rapport au permis, la mairie va probablement te dire, ton panneau devra maximum être levé à 10 degrés. Donc, qu'il soit assez plat autant pour qu'il ne soit pas nuisible visuellement, donc ça c'est assez important, mais aussi dans un point de vue architectural, que le toit tienne. Et bon, la question plus technique, que se passe-t-il si le toit est défoncé, s'il y a un problème? Alors, c'est vrai que, quand on fait une installation solaire, toi, tu veux qu'elle soit là pendant 25 ans et tu veux oublier de ton toit. Tu veux ne pas y aller. Donc, ça je dirais, c'est pourquoi c'est une des questions. C'est important de choisir un bon cabinet d'ingénieur
ce ne sera pas moi, mais parfois, payer 1 000 € de plus, c'est pas si mal que ça. Vous devez toujours penser, c'est un investissement à très long terme qui va être rentable depuis la première journée. Donc, non, tu ne veux pas y avoir aimanté. Ça, je le dis en tant que chose positive. Donc, ce n'est pas sorcier parce que c'est juste ancré sur un toit. Ça, ce n'est pas de la haute technologie. Ce n'est pas la technologie solaire, c'est juste le constructeur qui va te faire ça, le même qui va te mettre une antenne télé, etc. Donc, c'est facile à démonter. La réponse, c'est oui, c'est réparable. Mais c'est comme quand tu as des inondations à la maison parce que tu as un trou dans le toit. Oui, c'est facile, mais ça embête. Donc voilà, ce n'est pas un drame du tout. Réparer un toit, ce n'est pas une technologie en quelque sorte qui est à voir avec le solaire. Mais voilà, c'est pour ça que nous, on recommande. Tu as toujours des entreprises qui sont certifiées, ou nous, par exemple, quand on fait un travail, on donne un certificat en disant, voilà, votre toit, il n'y aura pas de l'eau qui va passer au-dessous, c'est garanti. Si jamais vous avez un problème, c'est à nous, notre responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose que je ferais, ou que je fais moi en tant que client, demander des garanties à l'installateur. Dire, écoutez, voilà, si j'ai un problème, c'est à qui la responsabilité. S'il vous dit, c'est pas moi qui la prends, vous changez de fournisseur. Ça oui, mais c'est une bonne question, c'est essentiel. La dernière slide que je vous ai montrée, avec une des dernières, avec les choses horribles qu'on fait avec le photovoltaïque, moi, quand je vois ces gens-là, je suis doublement fâché. Une, comme consommateur, mais deux, en tant que travailleur dans ce secteur, ces gens-là me nuisent beaucoup. Alors, on a encore une question, enfin 2 questions sur la question du stockage. Oui. Question pour comprendre, dans l'installation aujourd'hui que tu nous as bien montré, entre le panneau, l'ondulateur et puis la connexion au système classique. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a est-ce que le stockage est possible? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est une technologie qui est en train d'être développée? Voilà, la question, c'est, ou est-ce que c'est de se dire, en fait, mon panneau produit, il est transformé, comme tu le disais, soit pour les besoins d'autoconsommation, soit il repart sur le réseau. Et aujourd'hui, il n'y a pas de stockage possible. En gros, où est-ce qu'on en est sur cette question du stockage? Très bonne question. Et la réponse, elle est facile. Alors, oui, le stockage existe, mais nous, on ne le fait pas. Nos clients ne le font pas parce que le stockage est très important quand on ne pouvait pas revendre l'électricité du dimanche ou l'électricité à midi quand tu n'étais pas à la maison. Le stockage est là pour cette problématique. L'énergie que tu ne peux pas utiliser sur le moment, qu'est-ce que tu en fais? Alors, avant, la loi ne permettait pas, la loi et la technologie ne permettaient pas d'envoyer cette énergie sur le réseau. Là, par exemple, en France aussi, votre compteur d'électricité, c'est un compteur non seulement digital, numérique, mais à double direction. Il peut compter l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort. Ça, c'est quand même assez nouveau. Quand vous n'aviez pas ça, si vous créiez trop d'énergie, vous ne pouviez pas l'envoyer sur le réseau. Et là, vous aviez besoin des batteries, du stockage. Quel est le problème? Mais il est simple à énumérer, c'est que ça te double l'investissement. Donc, si vous devez payer 6 000 pour une installation photovoltaïque, pour une installation photovoltaïque avec du stockage, vous paierez 12 000. Donc, le problème, il est là. C'est cher. Est-ce qu'on en fait? Nous, on en a fait, par exemple, dans un camping qui est ce qu'on appelle, c'est une installation isolée. C'est en plein milieu dans la montagne. Il n'y a pas de réseau qui arrive. Donc là, par exemple, nous, on a fait du solaire avec du stockage. Avant, ils avaient un générateur diesel. Donc voilà, c'est un réseau pour faire du stockage, pour payer plus. De toute façon, il n'y a pas le réseau. Est-ce que ça va changer? Je crois que oui. Et là, c'est pareil, c'est une efficacité économique. Et je crois que le vecteur ici seront les voitures. Pour que le stockage diminue, c'est le prix des batteries qui doit diminuer. Et là, je crois que c'est les voitures qui vont aider à ce que la technologie des batteries soit plus, grosso modo, plus économique. Parce que si après, voilà, si le stockage diminue de prix 80%, comme je vous ai montré avec le photovoltaïque en 10 ans, ça veut dire que tu peux garder ton énergie à un prix, voilà, un prix très faible et c'est quand même plus intéressant. Et là, pourquoi? Donc là, j'emboîte avec un truc, je n'ai pas trop parlé, mais c'est que si par exemple vous achetez votre électricité dans votre facture à 10 centimes le kilowatt, quand vous la vendez, s'il n'y a pas d'aide d'État, vous êtes en train de la vendre à 5 centimes le kilowatt. Ça veut dire qu'il y a une perte d'argent. Donc parfois, il faut se dire, je préfère garder cette énergie et re-autoconsommer la nuit. Comme ça, j'économise 10 centimes. Donc, c'est mieux économiser 10 centimes que de vendre à 5 centimes. Donc, voilà la question. La question, voilà. Donc, problème, c'est juste le prix des batteries. Dès qu'il va descendre, ce sera très rentable. Ok. J'ai une question alors, qui n'était pas dans le chat, mais qui me vient à la suite de la lecture d'un article cette semaine, justement, Oui. sur le fait qu'en France, l'autoconsommation, comme tu nous l'as décrit, se développe. Et alors, les détracteurs, en gros, justement, disent que
Le problème, c'est quelque part ce raccordement au réseau qui fait que les particuliers en fait vont bénéficier d'infrastructures presque pour revendre leur énergie, mais peut-être à bon prix, je suis subventionné ou pas. Et finalement, on va potentiellement, comme tu le dis, si, avec des capacités de stockage, après devenir autonome. Potentiellement, on aura la possibilité d'être autonome. D'où les gens qui détraquent le système disent oui, mais qui va maintenant payer pour l'entretien de toutes ces infrastructures qui nous rendent quand même bien des services? Donc, comment tu vois un peu l'évolution de tout ça le jour où effectivement Oui, les oui, oui. particuliers peuvent avoir presque leur propre petite centrale et puis ont quand même besoin d'être raccordés au réseau pour tous les moments où c'est pas possible. Donc voilà, et donc ça change un peu la donne, le rapport de force Oui, oui, dans absolument. l'écosystème. Oui, alors, il y a deux points très intéressants. Le premier, c'est comment faire. Mais t'en fais pas, parce que en Espagne, ça s'est déjà fait. C'est en augmentant la partie fixe de ta facture. Ça veut dire qu'au lieu de payer mensuellement une grosse partie de ce que tu consommes, il y aura un quota minimum. Tu devras payer X euros par utilisation du réseau. Ceci arrive déjà en Espagne. Donc, bon, je ne veux pas y rentrer, mais qui a plus à perdre? C'est ceux qui ont déjà une création d'électricité très grande, dans des grands groupes qui ont réussi justement au gouvernement de leur dire, écoutez, comme ce que tu viens de décrire va potentiellement arriver, après je vais commenter sur ça, j'ai besoin de garder plus de revenus pour entretenir le réseau, donc j'ai besoin de plus d'argent assuré. Donc voilà, ta réponse, elle est facile, c'est tu te branches, tu payes un tarif fixe, peu importe ta consommation. Donc ça, c'est facile à gérer. Deux, est-ce que ceci va créer une île d'indépendance entre tous les consommateurs? Non, l'énergie solaire ne sera, on ne peut pas penser à l'énergie solaire comme quelque chose de suffisant. Non, même s'il y a le stockage, on aura toujours intérêt à être tous raccordés entre tous. Donc, la question que tu poses, moi je trouve vraiment que c'est juste un problème de comptabilité et d'intérêt personnel. Je ne crois pas que ce soit vraiment un problème sociétal ou économique. Et donc, la solution, je l'ai vue en Espagne. On nous a augmenté la part fixe pour pouvoir maintenir le réseau. Donc, ça, peut-être vous aurez Ok. ça en France bientôt. J'espère pas. Euh, Écoute, alors là, on a deux options. Soit je passe à la deuxième grande catégorie de questions qui sont plus de l'ordre sur les dynamiques du marché, etc., les grands acteurs, les pays, et pourquoi cette disparité dont tu nous as parlé entre Europe du Nord et Europe du Sud. Soit, si la personne qui nous a fait part du fait qu'elle avait installé des panneaux solaires il y a 10 ans a envie de témoigner pour dire est-ce que vous êtes content ou contente, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin voilà, nous faire un petit retour d'expérience. Peut-être que c'est le moment de le faire. Donc je crois que je n'ai qu'un nom de famille, ou je ne sais pas. Je vois affiché, je crois que c'est là où je vois le nom Belgit. Si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas parce que votre témoignage était intéressant à plusieurs titres. En tant que particulier ayant installé des panneaux solaires et puis en tant qu'enseignant sur les énergies renouvelables. Donc, si vous avez envie, vous pouvez prendre la parole. Ça nous fera très plaisir d'avoir un témoignage live. Et si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'était l'occasion parce que quelqu'un qui est déjà dans cette logique, c'est plutôt chouette. Donc, n'hésitez pas. Belguide, si vous voulez ouvrir votre micro, je suis obligée de dire ce nom. Je ne sais pas si c'est votre prénom, mais donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, je poursuis et j'avance dans les questions et on pourra y revenir plus tard. Alors maintenant, on a pas mal de questions sur la question des marchés. Oui. Alors, comment expliquer que les pays d'Europe du Nord soient plus impliqués, en tout cas, aient plus développé le photovoltaïque que des pays a priori où l'ensoleillement est plus fort, comme l'Espagne ou la France? Comment t'expliques ça, Oui, moi, historiquement? malheureusement, c'est très simple. Moi, je crois que ce n'est malheureusement pas un problème d'irradiation, c'est un problème économique de gestion du pays. Par exemple, je sais qu'en Allemagne, c'est surtout à partir des années 2000, quand il y a eu, je crois, la première coalition entre les Verts et je crois que c'était la CDU à l'époque, c'est eux qui ont commencé à mettre l'accent, donc c'est à cause disons, d'un consensus politique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des raisons physiques, mais c'est juste voilà, des raisons de comment la gestion d'un pays est faite. Donc, on rentrerait là, je crois que malheureusement, dans des termes géopolitiques. Voilà. En Espagne,
Historiquement, ça se voit beaucoup, ça dépend des gouvernements, donc c'est pour ça que je ne veux pas rentrer. Heureusement, comme je ne suis pas français, je ne connais pas votre dynamique. On a un gouvernement qui aide les renouvelables, un autre qui ne l'aide pas. Et donc, quand on a eu les booms dont je vous ai parlé, c'était voilà, des gouvernements amis et après des gouvernements qui ne l'étaient pas trop. Ça, c'était par rapport au début. Là, maintenant, de toute façon, je crois que c'est indifférent parce que déjà, comme les chiffres économiques sont déjà là, ça va aller de l'avant. Ce que je vois, c'est que par exemple, ils sont toujours plus impliqués en Allemagne, par exemple, par rapport à l'agrovoltaïque. Je ne suis pas rentré dans le sujet. C'est quelque chose qui est encore très cher, très vert, ça ne marche pas. Mais eux, ils commencent à faire des investissements, des recherches sur la chose. Alors pourquoi sont-ils prêts à brûler de l'argent dans la recherche et pas nous? Je ne sais pas, mais je crois vraiment que c'est plus quelque chose de politique. Conscience économique, conscience écologique, je ne sais pas, ce serait plutôt une question à leur poser. Je serais ravi de les entendre. Nous, en Espagne, jusqu'à il y a 4 ans, on avait quelque chose qui s'appelait l'impôt au soleil. C'est-à-dire que si moi, j'installais des panneaux chez moi, je devais payer une taxe sur l'énergie que je consomme, que je créais moi-même. C'est comme si moi, je me réchauffe avec du bois et je devais payer GDF parce que je n'ai pas utilisé le radiateur. On avait des choses absurdes, donc c'est malheureusement une discussion politique. Donc, moi, c'est plutôt moi qui aimerais savoir pourquoi les Pays-Bas, pourquoi les Allemands, les Belges sont aussi actifs sur ça. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être une question aussi de la culture, du rapport du pays à l'innovation et à la recherche en R&D de manière plus globale, hein. Peut-être qu'il y a un rapport à l'innovation qui est différent, et notamment en Allemagne, qui a toujours été très précurseur et qui investit beaucoup. Voilà, c'est vrai que le photovoltaïque chez eux s'est développé depuis très longtemps. Intéressant, peut-être politique, peut-être culturel, peut-être Oui, oui. moins frileux par rapport à la prise de risque, Oui, je non, sais pas. moi, c'est juste chapeau et voilà, oui. Ok, L'Institut que je vous ai nommé à la fin, c'est un institut allemand. C'est eux qui sont les pionniers sur la recherche en photovoltaïque. Oui, oui. Donc, ok. Alors, panneaux, tu nous as beaucoup parlé des panneaux solaires. On sait que au niveau, enfin, dans le jeu de compétition mondiale sur la production de panneaux solaires, les Chinois sont quand même très, très, très représentés, très à la pointe. Nous, on est un peu chauvin. Est-ce qu'en Europe, il y a des fabricants de panneaux solaires, ou où est-ce qu'on en est aujourd'hui du développement du savoir-faire technologique sur la fabrication? d'accord, oui. J'ai deux bonnes réponses et je souris parce que je crois que bon, il y a quelqu'un dans la salle qui se connaît. Alors, euh, il y a une espèce de consensus. Un des meilleurs panneaux solaires, alors je vais dire le nom, c'est pas grave, c'est un qui s'appelle SunPower. C'est des panneaux américains de la Silicon Valley. C'est eux qui ont installé sur la NASA. Donc, c'est des panneaux qui sont vraiment super. Il y a beaucoup de recherche et donc ils sont très bons. Alors, c'est une boîte américaine et je rigole parce que il y a quelqu'un qui a acheté cette boîte il y a quelques années. Donc, c'est une entreprise française et je crois reconnaître quelqu'un de cette entreprise ici, donc c'est Total. Donc, géostratégiquement, ce n'est pas si mal. Et là, je pense qu'ils ont bien joué. Et je dis ça honnêtement. Quand vous êtes un groupe énergétique, mettons-nous à leur place. Vous êtes un groupe énergétique donc, qui vient du pétrole. Tu peux faire des choses où nier le futur ou essayer de l'embrasser. Donc, ils ont bien vu cette petite pépite. Hein. Ils y ont investi. Et ce qui fait donc que maintenant, on est en Europe. Est-ce qu'on a des panneaux fabriqués en Europe? Alors, un peu à Toulouse, cette boîte. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est juste de l'assemblage, mais il y a des panneaux. Nous, on achète des panneaux qui viennent de Toulouse. Donc, c'est cette boîte américaine, mais en fait française. Après, ce que l'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent un nom européen et prennent une adresse européenne, mais qui en fait sont toujours faites en Asie. Donc, tu as beaucoup de panneaux où il y aura écrit Made in, bon, surtout Germany ou Norvège, mais bon, jusqu'à quel point c'est juste l'assemblement. Mais bref, là, c'est juste une chose, voilà, quelque chose d'industriel. Vous avez oui, des spécificités. Là, par exemple, je travaille avec une marque autrichienne parce que nous sommes en train de faire une installation à 2000 mètres sur une station de ski. Et on a besoin d'un panneau spécifique, très dur, etc. Et donc, les Autrichiens, c'est presque de l'artisanat, ils en avaient un. Donc, voilà. Donc, c'est du cas par cas. Mais bref, c'était juste pour te dire la réponse. C'est vrai que c'est presque tout fait en Chine.
là, il y a voilà, une petite recentralisation, mais ça, c'est très doux, hein. Ce n'est pas très vite. Donc, l'aspect français, c'est plutôt, je crois, un aspect géopolitique plutôt qu'un aspect voilà, d'une pré-création d'ici. Mais voilà, donc, les Français, vous avez la première marque de panneaux du monde. Alors, on va continuer à dézoomer. On nous en est parti en Chine sur la partie production, en tout cas en Asie. Tu nous as évoqué les US. Euh, Tu nous as beaucoup parlé de l'Europe et de la capacité installée aujourd'hui en photovoltaïque en Europe. Est-ce que tu as quelques informations à nous partager sur le reste du monde? Est-ce qu'il y a des pays Oui, oui, où oui. c'est très développé, d'autres où ça n'est pas du tout? Voilà, ou pas. Quel est l'état du monde sur le sujet? Oui, eh bien, là c'est les suspects habituels dans le sens positif. En Chine, ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un a priori sur les Chinois ou pas, mais maintenant, je me souviens d'une entreprise chinoise qui a acheté ici en Espagne, il y a 2 ans, une entreprise espagnole de fruits. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est installer des panneaux solaires sur le toit. Tu vois, donc là, tu te dis, tiens, c'est quand même un petit choc culturel parce qu'on est tous peut-être un peu ethnocentristes. Et tu te dis, tiens, ces gars-là, ils viennent ici, mais ils investissent et ils m'ont fait quelque chose de mieux que ce que nous, on faisait avant. Donc, c'est pas si mal que ça. Parce que voilà, chez eux, ça marche vraiment beaucoup. Et après, le deuxième pays, c'est les États-Unis. Alors, les États-Unis, les États-Unis, chaque fois que je pense à eux, il y a 2 idées qui viennent en tête. D'une part, c'est vous pouvez penser l'impérialisme, le gros pays, etc., qui fait un peu peur. Mais après, quand tu es là-bas, le premier intérêt qu'ils ont, c'est l'indépendance, mais de eux par rapport à l'État. Par exemple, aux États-Unis, tu as une quantité de petites compagnies électriques municipales hallucinantes. Électriques municipales, c'est-à-dire pas seulement privées, mais municipales, publiques. Donc, c'est les gens d'une communauté qui se disent, ah, mais non, mais l'électricité, on va la créer nous-mêmes, pourquoi devoir l'acheter à une centrale thermique à 3000 km? Donc, cette idée d'indépendance, de vivre sa propre vie, ça a un esprit très positif aux États-Unis. Donc, vous avez beaucoup de communautés locales qui font, par exemple, des petits parcs solaires à 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes, alors que pour nous, pour faire ça, on a besoin de beaucoup. Donc là-bas, ils sont très actifs sur ça. Numéro 1. Et après, les entreprises. Ce que je vous ai montré avant, mon business de mettre des panneaux solaires sur les entreprises, eux, ils l'ont compris, ça fait vraiment longtemps. Donc, eux, ils y vont très fort sur l'autoconsommation sur les toits. Donc, voilà, Ok. de façon de voir le monde. Les Chinois, je dirais pas parce que c'est nécessaire, et les Américains par cette culture voilà, assez agréable, hein, je crois, de ne pas attendre que l'autre me le fasse, je vais me le faire moi-même. Alors, si tu nous autorises encore, il y a 2 questions. Tu viens de me donner, la transition parfaite avec la suivante. L'autoconsommation, quelque part, enfin, dans l'autoconsommation, il y a une notion de proximité immédiate en étant, sur la source même de la production de l'énergie. Une question sur ces méga ou ces giga installations qu'on voit, et notamment dans certains déserts en Californie, ailleurs aux États-Unis, où il y a des centaines, voire des milliers de panneaux solaires installés. Donc ces fermes photovoltaïques qui sont là pour générer de la grosse puissance. Comment ça fonctionne? Et la question corollaire, c'est notamment, est-ce qu'il y a une grosse déperdition d'énergie pendant la phase de transport pour acheminer cette énergie là où elle va être consommée, versus l'autoconsommation où là, on est quand même dans une autre logique. Donc ces Oui, giga installations, ça sert à quoi? C'est mieux, c'est moins bien? oui, oui. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est moi, je dirais que c'est moins bien parce que moi, je travaille dans l'autre. C'est-à-dire, là, c'est bien dans un aspect durable, dans un point de vue énergétique, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a des pertes? Si, il y a toujours des pertes pour passer à la haute tension et puis distribuer et puis faire des transformateurs pour descendre à la basse tension de la maison. Mais ça, c'est ce que nous avons déjà aujourd'hui. Entre une centrale thermique, une centrale nucléaire, etc., vous avez déjà ce transport. Donc, ces pertes, je ne vais pas dire qu'elles sont négligeables parce qu'elles ne le sont pas, mais elles existent déjà. Pour moi, le problème, ce n'est pas un problème physique, mais c'est plutôt un problème économique. Qui a le pouvoir de faire une grande centrale avec des milliers, de centaines de milliers de panneaux? C'est les mêmes groupes qui peuvent le faire maintenant. Et nous, avec le solaire, on veut dire, hey,
tout le monde peut faire le solaire. N'attendez pas à dépendre de la même chose. Si on attend à ce que ce soit les gros qui le fassent, ben, vous n'aurez aucun impact sur votre, pas sur votre facture, mais ce que vous faites sur la planète. Donc, ça sert à eux. Est-ce que ça sert? Ça sert à eux et c'est bien. Mais moi, je dis, tiens, nous aussi, on peut être acteur sur ça parce que c'est peut-être un des problèmes de notre économie, c'est l'ultra-efficacité, l'ultra-efficience fait qu'avec bien moins de gens, bien moins d'atouts, on peut faire la même chose qu'avant. Donc, le problème, c'est la répartition, je dirais. Donc, moi, je crois que ce n'est pas un problème énergétique, mais c'est un problème de perte d'opportunité, de ne pas faire soi-même ce que l'on pourrait faire. Après, je parle énergétique, il y a quand même un problème environnemental. En Espagne, dans ma région, par exemple, on ne va jamais permettre de faire une installation de plus de 10 hectares, ou quelques-unes, mais très, très peu. Donc, ça, d'un point de vue de l'environnement, il y a beaucoup à dire. Oui, le régulateur a un rôle à jouer. Réglementairement, il y aurait besoin d'encadrer les choses pour ne pas aller arriver sur des hérésies, alors soit esthétiques, soit environnementales, peut-être. D'accord. Oui. Esthétique, non, mais environnementale surtout. Vas-y, pardon. Dernière question. Alors, tu nous as montré un graphe où on voit la croissance exponentielle des énergies renouvelables et du solaire en particulier. Question. Les énergies renouvelables, au sens, en englobant toutes les énergies renouvelables, peuvent-elles un jour réussir à compenser les besoins qui sont aujourd'hui couverts par les énergies fossiles? Je ne sais pas. Là, tu vois, moi, je me suis posé la question quand je commençais à travailler sur ce terrain et quand on se pose cette question, j'ai toujours peur de dire si la réponse est négative, que vais-je faire? Vais-je m'arrêter parce que de toute façon, je ne vais pas arriver là-bas? Je sais que si ceci arrive, ça ne va pas être ni l'année prochaine, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Alors, je sais que je ne peux pas contrôler ça. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir une réponse à ça va m'empêcher de prendre une action aujourd'hui? Donc, ce n'est pas que je veuille cacher la tête sous l'aile. C'est au contraire, je me dis, écoutez, malgré la réponse, je sais qu'en luttant vers cet objectif, je suis en train de faire du bien et je suis en train de m'y rapprocher. Est-ce que je vais y arriver? C'est ce que tu demandes. Eh bien, honnêtement, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut y répondre. Je ne sais pas s'il y a des macroéconomistes, des macrophysiciens qui peuvent le dire. Probablement, la réponse à court terme, c'est non. Je crois non. Après, le problème, c'est est-ce que la petite quantité d'énergie fossile qu'on aura elle va nuire ou pas? Mais j'essaie de ne pas me poser des questions qui sont vraiment. Je ne suis pas un oracle, je ne saurais pas te le dire. Mais je sais qu'on peut multiplier ou changer la balance, ça c'est sûr. Arriver à bout, attention à se poser ce genre de questions comme si de la réponse dépendait ton action. Moi, je sais que si je fais du solaire, je fais du bien. Je sais que si je le fais, des petits changements pour provoquer un changement de la balance. Aboutir, ce n'est pas l'objectif, parce que là, si tu me mets devant quelqu'un qui maîtrise le sujet, je n'ai rien à dire. Moi, je suis un microéconomiste, je travaille sur mon micro-monde. Donc là, je sais que j'agis en faisant du bien, autant économique qu'écologique. Je ne suis pas capable de te donner une réponse aussi macro et à long terme. Mais est-ce qu'on peut améliorer les choses? La réponse, c'est clairement oui, ça c'est sûr. Super. J'aurais encore envie de continuer ce débat, mais il est déjà très tard. Donc moi, je m'arrête avec les questions. Je te remercie, Jordi. Non, merci à tous. Si vous avez plus de questions. Merci infiniment, Jordi, pour tout cet éclairage. Et je pense qu'on a tous des idées bien plus claires sur les enjeux et sur ce que nous, en tant qu'individus, on peut faire. On peut effectivement passer aux actes. Aussi beaucoup d'espace. Et voilà, merci pour tout ça, en tout cas. Merci à vous. À la prochaine. Alors, si vous voulez m'écrire, vous avez mon contact. Et voilà. Donc, merci à tous de votre participation aussi, de vos questions. Alors, je ne les ai pas lues parce que je répondais aux autres, mais je vais y jeter un coup d'œil. Et si jamais, je vois que quelqu'un nous recommande des choses, super. Oui, et puis on mettra des liens vers les recommandations, etc. dans le replay YouTube.
de manière à ce qu'on puisse aussi continuer notre réflexion, chacun de notre côté et tous ensemble, pourquoi pas aussi. Merci à tous. Très bonne Super. soirée. Avant de se Merci, bonne quitter, soirée à tous. je vous annonce juste que normalement, on Vas-y, se oui. retrouvera le 7 avril pour la prochaine conférence avec normalement Alexandre Guillouis, qui est cofondateur et président des Alchimistes. Donc, nous parlerons collecte des biodéchets pour les transformer soit en compost et donc servir l'agriculture ou bien en une source d'énergie. Là aussi, on revient toujours à l'énergie qui est l'alpha et l'oméga de nos activités humaines. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.